on vient d'arriver à Lyon. Avec MJ et Mag, on va retrouver Estelle et Tatane. Et on va au quai du Polar. Actually, when I was writing The Creek on the Stairs, it's called, Elma is called The Creek on the Stairs actually in English. But when I was writing Elma, I had just been reading Camilla Lökberg. Maybe it shows in the book, but... Quand j'écrivais Elma, ça s'appelait, le titre c'est Le craquement dans les marches de l'escalier. Oui, donc on a fait une traduction littérale. Il s'appelait donc Le craquement dans la cage d'escalier, dans les marches d'escalier. Incidemment, je lisais du Camilla Lökberg, donc peut-être que l'influence est faite à mon insu. But it's so hard to say like who are my influences because there are so many writers that influence me. If I think back, I mean, of course I was influenced by Arnaldur Indriðason and Yrsa Sigurðardóttir, who are Icelandic crime writers I read as a child. But it's always like a new author that's influencing me, just a good book that I'm reading at the moment. C'est dur comme question, j'ai beaucoup d'influence. Si je devais en citer deux, c'est peut-être Indriðason et effectivement Yrsa Sigurðardóttir. Mais n'importe quel livre que je vais prendre et qui me passionne et qui attire mon attention va être un livre que je vais retenir. Actually, I used to read a lot of the Nordic authors, like the Swedish and Danish, but I've become more interested in like psychological crime. I'm really a fan of Gillian Flynn, for example. Et auparavant, je lisais beaucoup d'auteurs de polars nordiques, donc des Suédois, des Danois. Et puis dernièrement, je me suis un petit peu plus orientée vers l'aspect psychologique de ces romans. Et je lis beaucoup de Gillian Flynn, par exemple. Alors justement, est-ce que vous avez l'impression ou conscience d'appartenir à une famille d'auteurs qui serait d'une école du polar nordique? Parce que nous, en France et dans d'autres pays, on a vraiment l'impression qu'il y a une sorte d'école d'écriture du polar nordique. Est-ce que vous avez l'impression de vous sentir appartenir à cette famille de polar, ou vous avez l'impression que c'est une construction intellectuelle des autres pays et tout simplement I mean, I think it's just what I realized after I started writing, because when I started writing, I was just writing like how I read, like books I read, and not that I was like writing the same books, but I was just writing what I like to read. And I think after it got published, I kind of started to analyze myself from the outside and realized, like, of course, I'm very a part of this maybe school of Nordic authors. But it's not like something I try to be. It's just, I mean, of course, you're influenced by your environment. C'est peut-être quelque chose que j'ai réalisé après coup. Au fond, quand j'ai commencé à écrire, j'écrivais de la manière qui me plaisait, c'est-à-dire j'écrivais ce que j'avais lu auparavant, sans vouloir imiter, mais j'étais forcément influencée par les lectures qui m'avaient marquée. Et ce n'est qu'une fois publié que j'ai analysé a posteriori, en me mettant un petit peu sur la touche et en ayant un regard extérieur, je me suis dit oui, probablement il y a ce que vous appelez une école. Non pas que consciemment je m'attache à en faire partie, mais je pense qu'on est forcément influencé par notre environnement immédiat.
Et est-ce que quand vous allez, vous êtes invité dans d'autres pays, puisque vous êtes maintenant traduite dans 15 pays dans le monde, est-ce qu'on a, comme en France, vraiment cette façon de vous rassembler entre auteurs nordiques? Yes, I think they definitely do. It's kind of you're writing in Nordic North, but it's not something I necessarily strive to be. It's just like I said, it's like because I think an element in the book always has to be some Icelandic element, and when we have something that's very Icelandic, it's of course, I mean, the coldness, the cold, the weather, the very, the nature there. And I think it always shows in the books, I hope. But it's I don't know, it's because even though I want Iceland to, I want readers to be able to feel Iceland through the book, I'm not writing book for tourists, I think the story is the most important. Oui, absolument. Dans tous les pays, je pense qu'il y a cette catégorisation en nordique noir, comme on dit en anglais, donc c'est romans policiers du nord, de l'Europe. C'est pas un effort conscient que je fais, moi, pour en faire partie, mais foncièrement et fatalement, à partir du moment où on met des éléments islandais dans l'intrigue, que ce soit le froid, la météo ou la nature qui est très très prégnante, on construit quelque chose qui a une identité très connotée. Et ce qui est important, c'est que les lecteurs et les lectrices aient une sensation de sentir ce qu'est l'Islande. Ceci étant dit, je n'écris pas de guides touristiques, mais bien des romans. Et donc c'est l'histoire pour moi qui est très très importante et qui passe à mon tour. Alors, à ce stade, pardon, j'ai oublié de vous dire, mais vous n'hésitez pas, comme on est dans un espace un peu informel, si à un certain moment vous voulez intervenir, et puis vous nous rappeliez, vous me disiez combien vous en avez écrit à aujourd'hui. Nous, on en est donc au 3e publié, dont les 2 premiers sont parus aux éditions Point, qui sont là. Enfin, qui sont parus, pardon. Celui-là est paru et très 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 joli succès. Et celui-là paraît le 7 avril comme moi. Voilà, c'est ça, le 7 avril, comme le livre que vous avez là. Donc c'est en avant-première. Alors, combien de livres écrits ensemble? Et puis, qu'est-ce que raconte ce 3e? Yeah, I've written 5 about Alma. And then I'm writing the 6th book now, but it's not about Alma. But I'm not done with Alma yet, though. So. J'en ai écrit 5 à ce jour avec le personnage d'Elma. Je suis en train d'écrire mon 6e roman. Il n'a rien à voir avec Elma, mais Elma, c'est un personnage sur lequel je reviendrai. Et alors, est-ce qu'on peut raconter le début ou est-ce que vous voulez que je raconte Of this book, or? Oui. How to write it, or? No, the story. The story. Just the beginning, because everybody has not read it. So, yes, okay. It's about a mysterious fire, and there's a body of a young man that is found there, and it's of course not fire that killed him. And it's also about an au pair that comes to Iceland from Holland, and it's actually based on my experience as an au pair here in France. Because I always thought it was such a strange idea to be an au pair afterwards, because coming into a family that you don't know and you're supposed to be a part of that family, it's kind of a strange idea if you think about it, and a lot of things can go wrong, because of course you'll never be a part of that family. So yeah, it's a very hard thing to do. So yeah, what can I say more? Alors, ça commence par un mystérieux incendie et la découverte du cadavre d'un jeune homme qui pourtant n'a pas été tué par ce feu. On y croise aussi une jeune au pair qui arrive en Islande pour travailler dans une famille. Elle est originaire de Hollande. Et ça, c'est basé sur ma propre expérience de jeune fille au pair ici en France, parce que j'ai toujours trouvé, alors a posteriori, que c'était vraiment une idée assez saugrenue en fait, d'aller dans une famille qu'on ne connaît pas,
et de faire comme si on en faisait partie intégrante, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et quand on y réfléchit à posteriori, le nombre de choses qui peuvent dérailler et mal se passer sont quand même phénoménales, parce qu'on reste toujours étrangère à la série familiale. Ouais, il y en a quelques-uns qui étaient, j'aurais dû dire, c'est malade. De qualité, mais écoutez sur ma chaîne. Ma scène, ça laisse les gens qui mangent, on est quand même là pour Ah, il se trouve bien, franchement, il est trop bien. Mais on parle si tu vas juste comme ça. Oui, mais j'adore cette Magda, peux-tu nous parler de l'autrice Eva Björk qu'on vient de voir? Donc Eva Björk a écrit ce tir, c'est une autrice islandaise qui a un style entre celui de Ragnar Jonasson qui est un petit peu cosy, même s'il y a des morts, mais on voit une bonne influence d'Agatha Christie, et entre le style d'Arnaldur Indridason qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir. Arnaldur écrit depuis beaucoup plus longtemps que Ragnar et Eva Egisdottir. Et pour la petite anecdote, Eva a été découverte par un prix qui était décerné par Ragnar Jonasson. Voilà. C'est quoi? Donc, c'est du Carpaccio. Je filme, c'est bien. Donc, du coup, moi, j'ai envie de changer mon planning à cause de tout ça, tu vois. Parce que Ragnar, bon, j'avais lu La Dame de Reykjavik. Ouais. C'était bien, mais c'était surtout la fin qui m'avait fait dire ah, ça change. C'est le plus noir de tout ce qu'il a écrit. Ah oui, vraiment. Ah, le reste, c'est plus cosy. Ok. Donc, Ah bah attends, avec le final, c'est hyper noir, quoi. ah oui. Ouais. C'est ça, c'est le final. Ouais, qui voilà, m'a c'est marqué. le final. Et là, celui-là, bah, il tente, même si c'est un tome 3, c'est Les Hommes qui brûlent. Il me semble. Mais on peut les lire indépendamment. Les garçons qui brûlent. Les garçons qui brûlent, mais on peut les lire indépendamment. Ouais, oui, mais je pense qu'il doit y avoir quand même un fil rouge autour d'Elma. Oui, c'est ça. Qui peut être assez sympa. Mais là, clairement, j'ai bien envie de tenter. Oui. Puis on a reçu des belles choses en plus là, de la Martinique. Des beaux titres. Très beaux titres. Qui laissent présager de belles choses. Pris en flag. C'était normal. Bonjour, nous sommes vendredi soir et on revient de la journée 1 de Quai du Polar. Ça papote. On débriefe un petit peu la journée de compagnie. Ça a été une petite journée, on est arrivé vers 15h30 sur le salon à peu près. Il y avait beaucoup de monde. Non mais c'est pas grave, vous pouvez parler. Et on a vu quelques auteurs cet après-midi. Demain, on va essayer d'en voir d'autres, mais demain c'est vraiment une journée chargée et en auteurs et en monde, je pense, puisque c'est samedi. Alors j'ai fait 2 achats. J'avais 2 livres à dédicacer parce qu'en fait de base j'en avais 4, mais Robert Sorogood n'était pas là, donc je n'ai pas pris mon exemplaire, et Karsten Duss n'était pas là non plus, donc je n'ai pas pris mon exemplaire. Donc j'ai pris L'Art du meurtre de Christelle Duchamp que je ferai dédicacer demain, et Michel Bussy, Au soleil redouté, que je vais essayer de faire dédicacer demain, mais il est là que de 10h40 à 11h15. Gros suspense. Donc je ne sais pas si je vais réussir à le faire dédicacer, sinon c'est pas très grave. Et parmi les auteurs que je voulais voir, il y en avait 2 absolument que je voulais découvrir grâce à Mag. C'est Petroni Rostania. J'ai pris le premier, c'est Un jour tu paieras. Le bal des ardents. C'est quoi ça? Ah bah c'est la librairie qui vendait ces bouquins. Voilà, c'est une petite carte. Donc ça c'est le tome 1, Un jour tu paieras. Il est chez HarperCollins Poche. Mag me l'a très bien vendu, il est court, il fait moins de 300 pages et je le lirai, je sais pas quand, mais je me programmerai. Et je suis ensuite allée voir Victor Gilbert pour aller lui prendre Douve, qui a été prix Saint-Maur. La bouffe arrive. Et du coup, il a gagné le prix Saint-Maur en poche, je crois. Oui. C'est ça. Là cette année. Oui. Voilà. C'est pour ça qu'il l'a choisi. Exactement. Et du coup, j'ai hâte également de le découvrir. J'ai pas regardé les dédicaces. Moi, je regarderai plus tard. Et là, on est sur 350 pages à peu près. Donc 2 plutôt courts. Poche assez court. Donc ça, c'est bien. Donc ça, c'était mes 2 petits achats du jour. Et j'ai pas du coup fait dédicacer les 2 que j'avais achetés. Puis, en fin d'après-midi, nous avons été invités par la Martinière pour une soirée. Alors, normalement en compagnie de Robert Sorogood, mais qui n'était pas là. Et il y avait aussi Eva Björn Egisdottir, pardon. Et donc, on va l'appeler Eva Björg. Hein, voilà. Eva Björg a sorti 3
livres. Le premier c'est Elma, le deuxième c'est Faut que j'y aille là du coup. Il arrive là, Les non, filles qui mentent et le troisième c'est Les garçons qui brûlent. Je retrouve cette couverture C'est quoi juste le code magnifique. pour voir Tu vas dehors Bah ouais, parce qu'il fallait être 2 ans. J'ai le code mais par contre je log. Ils s'en avaient quoi Et c'est un tome 3, mais apparemment ils peuvent se lire indépendamment. Il est dédicacé, du coup je pense que je vais lire celui-là parce que le fait d'avoir entendu parler de l'autrice, ça me donne très envie. Et c'est vrai que de base, le polar nordique, c'est pas vraiment ma zone de confort, mais là j'ai vraiment envie de tenter. Il est quand même assez gros, il fait un peu plus de 400 pages. Et je pense que je vais essayer de chambouler un petit peu le planning d'avril pour le lire en avril. Voilà. Donc ça c'est celui qu'on a reçu. Ça y est, il est 21h15, on ne tient plus personne. On a aussi reçu la super grande nouveauté des éditions de la Martinière, c'est Ulf Gvensler avec Sarek. Attendez, je vais vous montrer. Il est assez gros, c'est donc chez la Martinière Noire, il sort quand Mag? Aujourd'hui. Ah d'accord, bon. Aujourd'hui. Cette semaine ou aujourd'hui? Cette semaine, vendredi 31, aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Voilà. Il est assez gros et il parle de Laponie, au confrère de la Laponie, avec une femme qui est retrouvée en hypothermie. Je ne coupe rien, tu sais, hein. Je sais que ça. Pas, toi. Et elle est retrouvée en hypothermie par les services de secours, des marques de strangulation et des contusions. Je crois que je vais être perturbée dans le vlog. Sur le corps, qu'est-il arrivé pendant cette randonnée de plusieurs jours dans le parc sauvage de Sarek en Suède? Ça se passe en Suède. Il est vraiment très gros. Hein. Il fait presque 500 pages. Je ne sais pas si je lirai celui-là, je ne sais pas quand je lirai, mais vraiment la Martinière nous a gâtés. On va manger. Oh oui, ça sent trop bon. Ah mais c'est pour vous ça, c'est la pizza? C'est la pizza. Ah bah écoute, mange. Je suis sage. Et donc on a reçu plein d'autres trucs. Parce qu'en fait, Robert... Ah non, attends, je commence par ça. On a reçu du polar nordique encore. À qui la faute de Ragnar Jonasson? Comment elle il y a des choix. Genre casse. Oui, mais il y a Trop bien, trop bien. Ragnar, vive Ragnar. Donc là, c'est le dernier. Hein. Il est sorti quand? Janvier? En janvier. Coucou. Ok, donc c'est l'incruste dans le vlog, très bien. Donc merci encore la Martinière. Et on a reçu, et c'est trop la fête, parce que même s'il n'était pas là, on a quand même reçu le truc. Mais tu le fais exprès. Ah, mais j'ai compris. Tu sais, tu fais bang comme ça. Le tome 1, limité, édition limitée des Dames de Marleau, et le tome 2 des Dames de Marleau. Donc j'ai 2 tomes 2 des Dames de Marleau. C'est pas grave. Qui a invité cette C'est pour me punir. Elle veut me punir. Donc, voilà. Donc il était pas là, mais il était quand même un petit peu là. Et en plus, on a reçu. Alors il y avait un petit carnet. Et la boîte avec des petits gâteaux, c'est ça? Tu les as? Oui, c'est des petits sablés. C'est des petits sablés beurre, très bien. Voilà. Ils sont bons jusqu'au mois de septembre, donc ça va. À l'effigie des Dames de Marleau, sablé pur beurre, qui était dans la box pour le tome 2. Il y avait eu une espèce d'opération avec plusieurs blogueurs qui avaient été envoyés. Et du coup, moi je l'ai pas reçu. On a eu un drame, Tata a fait tomber tout ça. Oh mon dieu! Tata a fait tomber ses 12 528 livres de la journée. Donc la boîte et les 2 tomes des Dames de Marleau. Donc c'est vraiment extra, vraiment hyper adorable de la part de la Martinière. Et on a reçu également quelque chose de très collector, mais qui ne sort pas tout de suite, qui ne sort qu'en octobre. Ragnar Jonasson a écrit un livre avec la première ministre Islam, qui sort en octobre, et nous avons reçu les 3 premiers chapitres en exclusivité. Ça s'appelle Reykjavik, et c'est donc Ragnar Jonasson et Catherine Jacobsdottir. Voilà. Et j'ai pas le droit de vous le montrer plus que ça, mais sachez qu'en octobre, il y a une exclusivité qui sort à la Martinière avec ce tome-là. Ça va être assez exceptionnel, je trouve. Voilà pour le résumé de la journée. Je vous emmène bien sûr avec moi demain. Demain matin, on a un petit déjeuner. J'essaierai de vlogger et puis de toute façon de vous montrer aussi un petit peu le salon. Voilà, on va aller manger et puis on va débriefer tout ça. Ben oui, nous l'ont fait cadeau. Mais si, on est obligé de voir la braguette. Avance-toi, fais comme ça un peu sur le... Voilà. Bonne nuit, Mag. Bonne nuit. Bonne nuit. Moi, je vais me relever dans un quart d'heure pour aller chercher mes livres. On est samedi matin, on se prépare. Il y en a qui essaient de lire un petit peu. Je suis sale aujourd'hui. Tu lis J'ai quoi? assez pourri ton vlog hier. Ah. Je lis ça. Et tu aimes? J'ai peur encore. Parce
que oui, les... Je viens de leur lire un passage d'une poésie rare et intense. Ouais. Ça parle de doigts dans les bus. Arrête, je vais être censurée YouTube. C'était très particulier. Tu mets un bip. C'est ça, exactement. Et Ah, je sais pas mettre de bip. Ah, j'ai pas essayé. Jamais essayé. Mais doigt anus, il n'y a rien de... C'est vrai, c'est pas... Je sais pas si elle lui a mis un doigt dans le cul. Merci, Angie. Là, ça me dit pas. Moi, je lis Les Dames de Marlowe, je suis page 90. Et ça se lit plutôt bien, vraiment, j'aime bien. Donc, je suis au chapitre 10. On est sur le chemin de Quai du Polar, mais avant, on va prendre un petit déjeuner, car on a été invité par Albin Michel, avec plusieurs auteurs ce matin. Je vais vous filmer un petit peu ça. Et c'est des auteurs que je ne connais pas ou à peine, juste de nom. Donc, j'essaierai d'en savoir un petit peu plus. Et puis après, on va essayer d'aller voir des auteurs inaccessibles. Moi, je veux voir Bussy, je veux voir Johanna Gustafsson. Toi, tu veux voir qui? Pareil, Johanna Gustafsson, après il y a Cécile Cabanas, Auchan, voilà. Céline Dangean, elle est là aujourd'hui. Ouais. Faut que je la vois. Et il y a Lorec aussi, il y a Tillier, Minier. On a beaucoup de monde à voir aujourd'hui. Parce que je suis quelqu'un d'attentif, concentré, sérieux, contrairement au reste du monde. Je pense qu'il y a des gens... Reste du monde. Parce que vraiment, c'est une équipe... c'est pas C'est pour ça incroyable. qu'on s'est mis un petit peu en retrait. En comme ça, retrait, parce que c'est pas incroyable, là, vraiment. Il y a Servaz dedans, dans le dernier, mais l'an dernier, Lucia, c'était une expérience. Je me demandais comment elle allait être accueillie, parce que mes lecteurs sont tellement fans de Servaz, et puis en fait, ça s'est très très bien passé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une année Servaz, une année Lucia, avec peut-être des one-shots au milieu. Et ce dernier roman, Un année dans la nuit, j'ai encore un peu de mal avec le titre. Parce qu'en fait, je trouve toujours les titres au dernier moment. C'est le dernier truc que je trouve. En général, c'est numéro 3, numéro 4, numéro 5. Puis à un moment donné, il faut quand même trouver un titre. Et donc, voilà. Et c'est... oui, je me suis intéressé à un milieu très particulier cette année, c'est le cinéma d'horreur. Et ça a été une plongée assez passionnante. Je n'étais pas forcément un spécialiste au départ. Mais, et ça, c'est pas de la blague, alors c'est un milieu absolument passionnant, absolument incroyable. Il y a plein d'anecdotes dans le roman et plein d'autres que je connais et que je ne pouvais pas toutes les mettre, qui sont fascinantes sur les tournages, sur la façon de fonctionner des réalisateurs de films d'horreur. C'est extraordinaire. Et pour préparer le roman, j'ai quand même visionné plus de 200 films d'horreur en à peu près 6 mois. Donc vous voyez que je ne suis plus tout à fait le même que j'étais il y a 6 mois. Je vous déconseille de me rencontrer à certaines heures de la nuit, c'est devenu un peu bizarre. Non mais sérieusement, j'ai visionné plus de 200, et il y en a 150 qui sont à la fin du roman, il y a une liste de 150 films d'horreur sélectionnés. C'est les meilleurs, évidemment, parce qu'il y a quand même beaucoup de très mauvaises choses sur les plateformes. Et moi j'ai voulu vous présenter, pour ceux qui connaissent pas, des films voilà, qui ont quand même quelques intérêts. Il y a des vraies perles, il y a même des petits chefs-d'œuvre, et aujourd'hui des réalisateurs qui vont voir des choses, c'est formidable. Il y a aussi des choses absolument épouvantables, voire même limite irregardables, mais que j'ai regardé quand même, n'écoutant que mon sens de... Voilà, mon professionnalisme, j'ai été au bout, des fois c'était un peu difficile. Et donc dans ce roman, on a un réalisateur de films d'horreur un peu culte, un peu maudit, qui a fait 5 films, qui a réalisé 5 films qui sont effectivement devenus cultes auprès des jeunes spectateurs et des étudiants en cinéma.
Il y a les films sont d'ailleurs cités, même parfois résumés, où il y a des séquences qui sont racontées dans le livre. Le premier, c'est la cérémonie, le deuxième, c'est Perversion, le troisième, c'est le monstre, le quatrième, c'est Erzébet, et le cinquième, c'est Blue Gate. Bon, évidemment, vous ne verrez jamais ces films puisqu'ils n'existent pas. Mais dans le roman, on en parle comme s'ils existaient, et je pense que il y a aussi le discours de Morbus de la Croix. C'est une enquête criminelle, on est bien d'accord. Il y a des crimes au départ, des crimes épouvantables. En général, on ne fait pas les choses à moitié dans les scènes de crime. Et ces crimes, on va comprendre assez vite qu'ils sont liés à un film qui n'a jamais été diffusé, tellement les diffuseurs au monde, quand ils l'ont vu, ont été scotchés et horrifiés. Ce film s'appelle Orpheus ou La spirale du mal. On comprend petit à petit, assez rapidement, que les crimes dans le roman sont peut-être liés au tournage de ce film et à ce film lui-même. Et donc à ce personnage de Morbus de la Croix qui, jour au lendemain, a arrêté de tourner, s'est reclus dans les montagnes avec son épouse Artémisienne, dans les Pyrénées évidemment, puisque il y a toujours un moment donné où ça revient dans les Pyrénées. Et il refuse toute interview, il refuse toute visite des journalistes. Mais au début du roman, il y a une jeune étudiante en cinéma qui s'appelle Judith, qui a réussi à obtenir d'être reçue par lui après un échange de mails, parce qu'elle écrit une thèse sur le cinéma de Morbus de la Croix. Et au miracle, il a accepté de la recevoir, ce qu'il ne fait jamais. Et au début du roman, je ne vais pas vous spoiler ou divulgacher, comme on dit chez nous, au début du roman, donc on la voit se rendre dans ces montagnes, pas encore rencontrée, et il y a quand même des petits signes qui se multiplient du genre tu devrais peut-être pas y aller, tu devrais peut-être faire demi-tour. Vous savez, c'est un peu comme Jonathan Harker qui va voir Dracula, le comte Dracula dans son château, et il y a tout le monde qui lui dit c'est une très mauvaise idée, il vaut mieux s'abstenir. Là, c'est un peu le même principe. Et à côté de ça, on a au début du roman un crime qui a lieu dans un hôpital psychiatrique toulousain qui s'appelle Camelot. Et il se trouve que la victime est un ancien assistant de Morbus de la Croix, a participé à ses tournages, a été torturé, et en même temps un autre patient de l'hôpital psychiatrique qui s'est évadé. Alors pour la petite histoire, cette partie-là m'a été inspirée par un fait divers. C'est-à-dire qu'au début de l'année 2022, il y a un hôpital psychiatrique qui s'appelle Marchand à Toulouse, Marchand de Tableau, vous voyez, fait par un médecin. Et il y a 3 patients considérés comme dangereux qui se sont évadés en l'espace de 2 mois au début de l'année 2022 de cet hôpital. Ils sont partis dans la nature, on les a rattrapés in extremis, ils se baladaient dans Toulouse, il y a un qui a agressé une petite dame, une vieille dame. Et donc l'idée est venue de là, et donc on a cette victime, et à côté de ça, on a un patient qui s'est évadé également, qui est évidemment suspect. Mais très vite, on va comprendre que ces 2 histoires sont liées. Et donc, l'enquête de Martin Servaz et de son équipe va l'amener à s'intéresser, alors c'est pas du tout son synthèse d'idée, pour ceux qui le connaissent, on l'imagine mal en train de regarder les films d'horreur. Il va assez rapidement s'intéresser au cinéma de ce Morbus de la Croix, et ça a été absolument passionnant à faire. Moi, c'est un de mes préférés, ce roman-là, je ne dis pas parce que c'est le dernier, en même temps je dis ça à chaque fois, à chaque dernier livre. Mais c'est vrai que cette fois-ci, je pense que parce que ce milieu du cinéma d'horreur et du cinéma en général, parce que c'est pas que le cinéma d'horreur, c'est le cinéma, comment ça fonctionne, comment les films naissent. Un film, il y a une forme de magie dedans. Quand je crois que c'était, j'avais assisté à une discussion entre Bertrand Tavernier et Bertrand Blier, et qui disait que finalement, quand un film est réussi, c'est une forme de miracle. Parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent tourner mal dans le tournage d'un film, que quand un film est bon, c'est presque bien qu'il y a plein de paramètres à contrôler, plein de choses à maîtriser. Et moi, je suis absolument passionné par ce milieu du cinéma, par la façon dont les films naissent, les films sont faits, par les plans, et des questions aussi, à un moment donné, dans le roman, ils échangent sur quels sont les plans préférés dans l'histoire du cinéma, et c'est aussi extraordinaire. Et puis aussi, c'était une façon, indirectement, de parler du genre. Alors pas le genre où on entend aujourd'hui dans certaines... non, le genre littéraire ou le genre cinématographique. C'est-à-dire qu'en parlant de ce genre qu'est le cinéma d'horreur et de son rapport à la critique, son rapport au cinéma en général, c'était un miroir que je tendais au genre dans lequel je sais moi-même, qui est le thriller, et à son rapport, effectivement, à la littérature en général, à son rapport à la critique. Et Morbus de la Croix a un discours assez provocateur, parce que je me suis énormément amusé à créer ce personnage. C'est le genre de personnage qui a plein de possibilités, qu'on va
c'est déjà béni parce que c'est une espèce de croisement. Alors, je me suis fait plaisir, dans la mesure où je peux faire tout ce que je veux et que pour le coup, je suis producteur et j'ai écouté, je peux y aller à faux, si il faut les adaptations. Et là, je me suis fait plaisir, c'est un croisement entre Tarantino, entre Stanley Kubrick, entre William Friedkin, qui était un vrai tyran sur les plateaux de tournage, Henri Georges Clouzot aussi, qui aussi était connu pour être un dictateur absolu. Brigitte Bardot s'en souvient, puisqu'à l'issue d'un tournage avec Clouzot, elle avait fait une tentative de suicide. Donc voilà, c'est une espèce de... Ce Morbus de la Croix, c'est quand même quelqu'un de très provocateur, de très misanthrope, il déteste les gens, mais en même temps de génial, de fou. Et donc je me suis énormément amusé à créer ce personnage. Et à un moment donné, il dit une phrase, alors elle est dans le livre, Morbus de la Croix, elle le dit beaucoup mieux que moi, c'est paradoxal puisque c'est moi qui ai écrit le personnage, mais c'est... voilà. J'ai réfléchi avant d'écrire la phrase, alors que là je vais la sortir spontanément. Morbus de la Croix dit à un moment donné, la vraie culture vivante, ce n'est pas la culture de l'intelligentsia de la bourgeoisie, où même la transgression est attendue, codifiée, accueillie comme telle et donc sans véritable potentiel subversif, mais la culture grossière, remuante, dérangeante du peuple. Voilà. Pour aller faire coucou à Olivier Ball. On a fait pas mal de monde en fait ce matin et en début d'après-midi on est avec le gang. Est-ce que tu veux que j'intervienne ou pas? Est-ce que tu veux que je raconte des choses? Ouais, c'est ça. Ah oui. Alors, du coup... ça y est. Lyon, jour 2 terminé. On a fait des achats aujourd'hui, on a vu plein de monde. Ce matin c'était un peu compliqué, il y avait vraiment beaucoup de monde dans les allées. J'ai eu un peu peur, je suis allée voir Michel Bussy en premier parce que c'était celui qui restait le moins longtemps. Il était là de 10h40 à 11h15, autant dire rien du tout. Et en fait il est arrivé à 10h30 et j'étais, je vais pas dire une des premières dans la file mais presque. Donc j'ai pu me le faire dédicacer rapidement celui-ci, je suis contente, se l'est redouté. Et ensuite je suis allée voir Johanna Gustafsson, mais la file était fermée. Ensuite je suis allée voir Christelle Duchamp, mais la file était fermée également. Donc j'avais un petit peu les boules. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais plus, on est monté. La matinée c'était Michel Bussy pour moi et puis dans l'après-midi, T'as fait la conférence justement en fin de matinée on a fait une conférence à la chapelle de la Trinité, c'était magnifique. J'ai pas pu vlogger parce que ça résonnait, parce que c'était un peu grillé quand les gens filmaient. Ils ont dit ouais mais si vous filmez vous gênez les gens derrière. Ok, on va pas filmer. Il y avait donc Norek, Gustafsson, Eva Björn et Roxane Bouchard
québécoise. C'était très intéressant, c'était assez drôle et c'était vraiment très intéressant. Et ensuite, on a couru. Pourquoi on a couru? Parce que... Midi 45, le cocktail minier. Parce qu'il y avait un cocktail avec Bernard Minier, exactement, que vous avez vu. Je vous ai mis une petite rétrospective, un petit passage vlogué de Bernard Minier. Et ensuite, je suis redescendue pour aller retenter avec Angie l'île de Yule de Johanna Gustafsson, que nous avons enfin réussi à faire dédicacer, parce que quand elle en avait parlé, elle en avait hyper bien parlé, et puis Magda nous en avait tellement bien parlé, voilà, qu'on a été obligé de l'acheter, mais sans regret, vraiment, enfin, très très hâte de le lire. Bon, j'en avais un. J'ai réussi à passer voir Christelle Duchamp, enfin. Donc j'ai fait dédicacer L'Art du meurtre. Et ensuite, c'était un petit peu au petit bonheur la chance. Je voulais aller voir Hergé et Laurie. Il y avait du monde, mais j'ai réussi quand même à le choper pour me prendre Papillon de nuit. Il n'est pas très long, en fait, je viens de me rendre compte. Il n'est pas écrit très gros non plus, en fait. Il est à 500 pages, voilà. Mais j'ai le Carnaval des ombres que je voudrais lire avant. Et puis, j'ai fait dédicacer celui-ci. C'est une affaire de true crime de 10-18. Il y en a deux. Le deuxième, c'est le serial killer de je sais plus quoi. C'est une double sortie. Je sais pas s'ils vont mettre le deuxième. Pas du tout. Bref, il y a deux enquêtes. Et là, c'est donc l'affaire Alice Crimmins, qui est une mère de 2 enfants disparus. Donc, on l'accuse forcément elle. Voilà, on est en 1965 et apparemment, c'est un crime qui n'est pas résolu. Donc, ça m'intéresse pas mal. J'aime beaucoup ce format. J'aime beaucoup le dos comme ça. Et voilà, il y en a un orange et un vert. Donc, je me suis pris que l'orange parce que c'est celui qui me tentait le plus. Il est court, hein, il fait moins de 200 pages. Il y a des cartes, tout ça. Il y a des explications. Donc, c'est vraiment super intéressant. Estelle l'a pris aussi. On se le lira en lecture commune. Et je suis allée voir également Céline Dangean pour lui prendre le cheptel, qui est un beau bébé de 800. Ouh là là, oui, 900. 940 pages. Voilà, donc que je lirai un jour. Mais j'avais envie parce que ça fait longtemps qu'on m'en parle. Et je crois que je l'avais même noté sur ma playlist post-confinement, pour vous donner une idée. Voilà, et je suis également passée sur le stand du 1 parce qu'ils avaient un numéro spécial mystère dans la tête des grands détectives. Il y a à l'intérieur, il y a un truc spécial Agatha Christie. Et dedans, il y a une enquête sur les Cozy Mystery, sur Sherlock, sur donc le crime de l'Orient Express, l'arrestation d'Arsène Lupin. Je connais rien d'Arsène Lupin. Et de toute façon, c'est toujours bien ce qu'ils font. Donc là, c'est celui-ci qui était vendu au salon. C'est le 1 des libraires, c'est pas le 1 hebdo. Et c'est printemps 2022, il est à 5,90 € et c'était toujours de la qualité. Donc j'ai toujours plaisir à aller les voir dans les salons. Voilà, donc ça veut dire que j'ai acheté 1, 2, 3, 4 livres aujourd'hui. Ça va ? 4 livres aujourd'hui, 2 hier, nous sommes à 6 achats. Pour ça, je ne le compte pas, hein, c'est un magazine. Et là, on est en train de faire rentrer tout ça dans les valises. Pour l'instant, ça va, mais je sais que derrière, ça galère un peu plus. Voilà. C'était une très très bonne journée, vraiment très remplie. On a réussi à la fin de la journée à voir Hergé et Laurie encore pour Mag. Il n'y avait plus personne, il était 19h30. Et les auteurs étaient en train de commencer à partir, les gens étaient en train de partir aussi. Et ça s'est vraiment vidé et on a réussi à se faufiler pour faire dédicacer un livre pour Magda de Hergé et Laurie, et on a réussi à faire une petite photo avec Olivier Noré aussi. Donc c'était vraiment très 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 chouette. Très chouette journée. Là on va aller se coucher et demain c'est la dernière matinée qui sera aussi bien remplie. J'essaierai de vous vlogger tout ça et puis comme ça vous aurez du contenu rapidement. Demain il y a une petite conférence qu'on aimerait bien voir sur le Cozy Mystery avec Julia Chapman et Mo Malo. Donc je vous mettrai des images si je le peux. Si je ne peux pas, je m'excuse, mais je fais ce que je peux. Voilà, pour vous donner du contenu. Et bien écoutez, on se revoit demain. Lyon jour 3, on est dimanche matin, on est sur le chemin pour aller à un autre petit déjeuner, cette fois-ci organisé par Pocket. Et après on ira sur le salon pour faire un dernier grand tour, voir peut-être quelques auteurs. On va essayer de ne pas faire d'achat, parce que les valises sont fermées. Et puis après, il y en a qui vont aller à la conférence Julia Chapman et Mo Malo sur le Cozy Mystery. Puis après on va manger, puis on ira tranquillement à la gare pour rentrer chez nous.
que celui du Cozy Mystery. Et est-ce que, d'une certaine manière, ça permet aussi de se reposer face à la violence du monde que d'écrire un Cozy Mystery? Julia, pour commencer. No. Yes. Je pense que ça va être intéressant. That says more about you, Mo. For me, I think we overstress the difference between cozy and what everyone calls normal crime. It's crime. It's all crime. And I think a cozy mystery, as we call it, is capable of having the same level of tension and the same level of even violence, but not necessarily bloody violence. And I'm not swearing at it, it's just bloody violence. It's capable of having the same sense of emotion that crime can give us. But I think for me the big difference is that people like myself and Mo, we focus more on the characters, on developing the scenario around the murder, around the plot. And so if you strip away the crime, you're still left with something that's fascinating, that's interesting, whether it's people, whether it's the landscape, whether it's the community that you're describing. So I think you can still have violence without having the gore or the blood. So it's a no from me. I think it's very simple. Pareil. Non, mais enfin, désolé si je crie une question qui allait venir, mais je trouve que ça pose la question des motivations pour lesquelles on peut faire du cosy. Là, pour le coup, je ne vais pas prendre la parole pour Julia, mais pour ce qui me concerne, c'est pour une raison bien précise, c'est pour parler justement, elle évoquait le contexte, le décor, etc. C'est pour parler de ce qui pour moi n'est pas qu'un décor, puisque ce sont mes origines. Saint-Malo est très important pour moi, certains d'entre vous qui m'ont vu le savent. Mon pseudo, puisque c'est un pseudo évidemment qui vient de là. Donc voilà, pour moi c'était très important de trouver la bonne formule pour parler de Saint-Malo, pas de manière trop empesée, pas de manière trop chargée, parce que l'histoire de Saint-Malo, c'est un peu Saint-Malo le savent, très présente. Elle est là dans chaque bloc de granit. Voilà, il se trouve qu'en plus j'ai une famille malouine importante. Si j'avais eu le malheur d'écrire un roman historique ou même un thriller historique sur Saint-Malo, j'aurais une espèce de comité de vigilance qui aurait scruté chaque ligne que j'écrivais. Bon, pas bon, réel, non, ça va pas, c'est n'importe quoi, enfin bref. Là, effectivement, c'est à la fois pour moi vraiment cette motivation de parler de ma vie d'origine, mais avec cette liberté extrême qu'offre le cosy, qui est, certes, tu as complètement raison, d'écrire vraiment un crime novel, enfin une intrigue policière, mais en prenant, pour moi en tout cas, cette petite distance, ce petit à côté, qui est l'humour qui a consubstantiel à ce cosy, et de ne pas être uniquement englué ni dans l'histoire de Saint-Malo, ni uniquement dans la policière. Donc oui, je la rejoins complètement. C'est vrai que dans le cosy, on enlève évidemment que le crime est central et que l'enquête est centrale, mais si on enlève, il reste Étienne Debout, des personnages qui bien souvent en plus sont assez truculents et ont voilà, Spine, je pense que tu dirais, voilà, l'économie vertébrale, ils ne vivent pas que pour l'enquête policière, ils ont en eux-mêmes une personnalité qui bien souvent est assez haute en couleur, c'est le cas, c'est son cas aussi. Donc voilà. Alors justement, c'était pas griller une question, c'est justement faire la transition, parce que pendant des années, on aurait pu parler, si le cosy n'avait pas pris cette dimension qu'il a maintenant depuis, on va dire, presque une petite vingtaine d'années, on aurait pu parler de régionalisme pour certains romans policiers, parce qu'il y a cette empreinte, on en a parlé un petit peu tous les deux, mais cet ancrage local qui est très 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 important, le contour des personnages et le contour des lieux. Est-ce que les lieux, alors Saint-Malo ou Fogas, c'est des lieux soit qui existent plus ou moins, mais qu'on peut reconnaître, et on entre dans les romans parce qu'on entre dans des lieux. Alors, si Saint-Malo, c'est un attachement personnel, Fogas, c'est une transposition de quelque chose qui a été vécu, qui a été habité, est-ce qu'il est impossible d'écrire un cozy mystery sans avoir vécu dans les lieux que l'on décrit? Not for me. I think as a writer, you should be able to write anything. That's the whole point of creativity, of developing
ideas which are just beyond your own experience. There's an old adage that you should write what you know. I don't believe in that. I've never killed anyone in Ça c'est ce que tu dis. Moi, je t'ai pas dit C'est vrai. But in my books, I've killed a lot of people. So I think that it doesn't have to be something you've experienced. For Fogas, for me, I lived in Liège for 6 years. Donc je parle français avec un accent liégeois. But it's not something that I decided to write because I was living there. It's because it is a spectacular place. And now I live in Yorkshire, and the Detective of Yorkshire sets in the same area I live. But I think it's that the place can give you an extra dynamic. That's what's important. So if I moved to let's say Manchester or Leeds, I don't think I'd have the same inspiration. Moi, le projet est parti d'un lieu très précis, très documenté, presque trop chargé, quoi. Moi, mon problème est presque l'inverse, c'est de couper. C'est couper les branches de cet arbre incroyable qui est Saint-Malo et son histoire extrêmement nourrie pour n'en garder que ce qui peut vraiment servir à l'intrigue. Presque à chaque chapitre, même chaque paragraphe, je suis obligé de me dire non, n'en fais pas trop, ne fais pas trop malouin, on va dire, ne fais pas trop breton, pour ne pas faire ni trop dépliant touristique, ni truc chiant, parce que ça devient un bouquin historique, un geste. Donc oui, évidemment, puisque je pars de là, j'ai le souci de restituer au maximum, et en même temps, j'essaye de doser pour que ça ne soit pas une espèce de truc de millefeuille bretonnant, une espèce de Queen Yaman de littérature. Un protocole particulier. For my, when I started the first Daz detective book, I knew how the last scene in book 10 was finished. I knew exactly. The bit in between was a big fault. So books 2 to 9 were just funny. But then as each book comes closer, I have an idea for a plot. And that plot forms the structure. But what happens underneath that plot often takes place just organically as I write. All of my preparation writing is done by hand in pencil on scraps of paper. If you saw my desk, I left home on Monday. If I'm robbed, they won't know what to make of it because there was just paper all over my desk, little bits of recycled paper with notes on. Because I run, and when I run, I do my plotting. I come straight in, hot, sweaty, write the notes, go shower, come, and then I talk. So a lot of my preparation is done on pencil. I write sometimes longhand. I will go to a cafe and take a piece of paper and just write a scene longhand, just to have a change. But the majority of the actual writing is done on a PC. But the preparation is never over detailed because I think I need to leave room to move, to have less space to move. But definitely, I know some writers who never plot. Lee Child, very famously, you all know Lee Child. He very famously has no idea what's happening in the book when he starts. He writes chapter by chapter by chapter. And I couldn't do that. I just couldn't do that. J'en serais incapable. Moi, la méthode, je la définirais, c'est je suis à la fois un psychopathe et un moine. Un psychopathe, parce que alors pour le coup, contrairement à Julas, je sais exactement où je vais. J'ai un script qui fait jusqu'à 50 pages. Chaque scène est ultra détaillée, mais d'ailleurs souvent, en plus de ça, pour chaque scène, je spécifie pour moi-même là où il y aura la description du dialogue, etc. Moi j'appelle les briques narratives. Je sais exactement ce que je vais faire avant même de commencer à écrire. Le côté moine, c'est que pour le coup, je suis incapable, je suis très admiratif des auteurs qui arrivent à écrire. Il y en a, nous connaissons ici, entre collègues, on les désigne souvent comme le mec qui arrive à faire, c'est Yann Anouk, qui arrive à écrire dans les aéroports, la tête en bas, on le mettrait dans l'espace, mais il hésite à faire encore. Donc, moi, parce que j'ai besoin d'un calme absolu, vraiment dans ma bulle de silence, extrême, du monde, etc. Je suis incapable d'écrire dans la qualité. Et c'est vrai que je sais exactement. Par contre, il y a quand même une part, je disais que parfois les personnages prennent un peu de pouvoir, et les récits prennent un peu de pouvoir. En gros, malgré ce fameux esprit de psychopathe, il arrive quand même que je suis surpris.
toujours aussi surpris. Et c'est là que le psychopathe revient, c'est que je fais un truc en plus qui est un journal de bord. C'est-à-dire qu'en plus de mon script, en cours d'écriture, je tiens un journal de ma journée d'écriture où je note les ajouts que j'ai faits et qui n'étaient pas prévus. Mais ça, c'est pour être cohérent, c'est pour être sûr de ne pas générer la Tu peux avoir des histoires. Et donc voilà, c'est que moi j'ai besoin, mais c'est de toute façon, je vais dire un truc, on a tous besoin de gris-gris. Je dirais même que la pro la plus totale, c'est le gris-gris. Donc, c'est-à-dire du fétichisme. Voilà, moi j'ai des fétichismes un peu plus épais, un peu plus dense que certains autres. Mais on a chacun le sien. I would love to see an interview with you and your child together. C'est le cas. Voilà, c'était l'édition 2023 de Quai du Polar. J'espère que ce vlog vous a plu. J'espère que ça va vous donner envie de venir ou de revenir l'année prochaine. Nous, ça nous a bien plu. On a fait quelques achats, ou beaucoup trop d'achats. Je sais pas comment on va rentrer, comment on va caser tout ça dans nos plannings de lecture, mais on va le faire. Et c'était vraiment très très chouette. Merci à Quai du Polar, merci à Polar Connection, merci à tous les éditeurs, La Martinière Pocket pour les petits déjeuners, Albin Michel aussi. Et puis à bientôt.